Bonjour, bienvenue pour la première session permaculture. Donc la permaculture est le thème à l'honneur de la foire cette année. Et pour cela, il y a 2 créneaux qui lui sont consacrés. Le premier maintenant, avec 3 invités, 2 sur le plateau et 1 en visioconférence. Et le deuxième demain matin à 10h. Ces 2 sessions ont été préparées par le FIBOL et l'association Permaculture Romande. Et nous allons vous emmener découvrir la permaculture sous toutes ses formes, ou sous de nombreuses formes en tout cas, avec nos invités. Je vais, comme j'apparais pour la première fois à l'antenne, me présenter pour commencer. Je suis Hélène Bougouin, je travaille au FIBOL, donc, qui est l'Institut de recherche de l'agriculture biologique. Et je mène dans ce cadre-là un projet de recherche et de vulgarisation sur les micro-fermes, les agricultures alternatives et la permaculture appliquée à l'agriculture, qui est financée par la DGAV, le département général de l'agriculture et de la viticulture du canton de Vaud. Dans le cadre de ce projet, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de micro-fermiers, d'aller voir des projets de permaculture. Donc j'en ai ramené quelques-uns avec moi sur le plateau aujourd'hui. Ils vont pouvoir se présenter tout de suite après. Et il y a de nombreuses activités qui vont vous être présentées tout au long de cette session. Je suis également, en plus de mon travail au FIBOL, designer diplômé en permaculture et je fais un doctorat à l'Institut de géographie et de durabilité sur le thème des micro-fermes, tout comme ma collègue Leïla Chakroun qui modérera la session de demain matin, la 2e session sur la permaculture à 10h. Alors, qu'est-ce que c'est la permaculture ? C'est la bonne question par laquelle commencer, j'imagine. Je vais vous proposer des réponses en pratique. La permaculture, telle que l'on l'a définie, c'est une approche globale de gestion des milieux étant pris dans tous les sens du terme, milieu naturel, milieu humain et également milieu agricole. Comme ça n'est pour l'instant pas très indicatif, je vais vous proposer d'aller en voir plus et d'aller plus au contact de la pratique et de comment on peut mettre la permaculture en pratique dans le milieu agricole avec nos 3 invités d'aujourd'hui. Donc je vais juste vous laisser vous présenter en 2 mots. Bien. Victor. Bonjour Hélène, alors je m'appelle Victor Bovy, je suis agriculteur et ingénieur en gestion de la nature. J'ai un domaine qui est situé à Longiraud, sur le pied du Jura, et ainsi qu'à Morges, à Marcellin, sur le site de l'école d'agriculture. Je suis au bénéfice d'une convention avec la JAV pour la gestion du permajardin. Petite surface fortement diversifiée sur le site de l'école d'agriculture de 2 hectares qui comporte des cultures maraîchères, donc avec des tunnels, des serres, des cultures fruitières semi-intensives, du petit fruit, des fruits à coque avec des noyers, on a des fruits à pépins, poires, pommes, on a des coings. On a toute une gamme aussi de plantes pérennes, comme par exemple aussi de la rhubarbe. Donc je gère cette surface toujours dans l'optique de l'agroécosystème durable qui est intégré pour la permaculture. Et je gère aussi la ferme de la même manière, même si ces 2 entités sont spatialement séparées. Donc voilà, on en parlera plus après, on aura plus le temps pour en discuter. Je passe la parole à la suivante. Bonjour à tous. Alors Géraldine Brenzikofer, designer et viticultrice de métier. Ça fait maintenant 3 ans que je mène 2 hectares en permaculture, une étude sur 2 hectares. J'ai une micro-ferme où là j'ai donc 8 hectares en tout. Il y a donc 7500 mètres de vignes, 2 hectares en permaculture et puis le reste en herbage pour les animaux. Donc j'ai une exploitation vraiment diversifiée entre la vigne, les légumes, les arbres et puis les animaux. Et j'essaie de construire vraiment une symbiose entre végétaux et animaux. Voilà. Merci. Et notre 3e invité est Urs Kveller, qui est en direct de chez lui et non pas sur le plateau. Et Urs, si tu nous entends, peux-tu te présenter à ton tour en quelques mots ? Oui, bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Alors, on est une entreprise maraîchère dans le Nord vaudois, à Sédeille. Et voilà, on est sur une surface de 13 hectares de culture, surface agricole utile. Et on cultive 7 hectares en culture maraîchère. Et on fait tout en vente directe, donc toute la totalité de la production part en vente directe. Et en vente directe, on a beaucoup de peine à trouver des fruits. Et on a décidé de aussi commencer la production de fruits. Mais au lieu de faire un verger intensif, basse tige, on a opté pour créer une surface, nous on l'appelle la forêt comestible, donc avec des arbres aux tiges, des baies, des fruitiers, toutes sortes. Une surface de 6000 m² de fruits, de petits fruits, qui entrent en production gentiment cette année. Il y a 4 ans qu'on a commencé à planter. C'est clair, les arbres aux tiges vont encore durer quelques années jusqu'à ce qu'il y ait une production. Et voilà, ça c'est un peu notre principe de base. Super, merci beaucoup. Est-ce que on peut continuer avec toi qui est actuellement dans ta forêt comestible? Tu peux nous montrer ce qu'il y a autour de toi si tu le souhaites. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus en détail ce principe? C'est un principe qu'on a aussi appliqué dans un autre projet du FIBOL avec la JAV, le biodiverger. Mais pour les invités, pour les téléspectateurs, est-ce que tu peux nous décrire le fonctionnement de la forêt comestible? Alors je vais tourner la caméra et puis comme ça vous verrez un peu ce qu'il y a autour de moi. Alors cette surface, voilà, on voit les arbres, ils sont encore petits. Le concept c'est d'avoir différentes zones. Donc on a une zone humide qui est en préparation, donc on n'a pas encore le permis de construire pour l'étang qu'on aimerait faire, mais on va le recevoir, j'espère, ces prochaines semaines. Donc la partie tout au fond que vous voyez proche de la forêt, là il y aurait une zone humide avec un microclimat voilà, plus humide et puis avec des pierres et voilà, des essences qui aiment ce climat. Sinon, on a une partie plus au fond où on a acidifié le sol, donc où il y a plus les fruits qui aiment ce type de sol, donc les myrtilles, les cranberries, etc. Et ici, plus proche de moi, il y a toute une partie qui est sèche, donc c'est des comestibles qui aiment ce genre de sol, quoi, qui sont rocailleux. Donc il y a des pêches de vigne, il y a des vignes, il y a plein d'arbres aromatiques, il y a plein de fleurs comestibles. Voilà. Et entre deux, il y a donc en tout, il y a 190 espèces différentes sur cette parcelle. Donc c'est très diversifié. Il y a 37 hautes tiges avec 34 essences différentes. Et puis après, c'est tous des petits fruits qui sont... voilà. On a opté aussi pour certaines spécialités, des fruits qui sont très rares ou qu'on ne trouve pas. Donc comme les bananes indiennes, comme voilà, certains fruits qui sont assez spéciaux et puis qui demandent des climats vraiment adaptés. Et puis voilà, on essaiera de créer ces microclimats pour faire pousser même des abricots, des châtaigniers, voilà, un peu de... C'est un projet qui est de la biodiversité. En fait. Donc on ne sait pas si tout va marcher. Il y aura sûrement plein de choses qui ne marcheront pas, mais sûrement aussi beaucoup qui marcheront. Donc c'est vraiment un apprentissage pour nous aussi de comment faire fonctionner ces choses. Oui, c'est la question qui me vient à l'esprit en voyant ton
la forêt comestible telle que vous l'avez dessinée. C'est évident que là, on est totalement dans la permaculture avec une haute diversité, des strates différentes, l'imitation en fait, d'une forêt telle que ça peut exister dans la nature, mais avec uniquement des espèces comestibles. Est-ce que c'est pas super compliqué pour quelqu'un qui a un maraîcher professionnel et qui a vraiment une connaissance pratique et technique d'un autre type de production, de se lancer dans ce type de projet? Alors, c'en est encore au début, comme tu nous l'as dit. La production n'est pas du tout à son top, mais est-ce que c'est des défis ou est-ce que ça fonctionne bien pour toi? Alors, Qu'est-ce que ça t'apprend, cette expérience? alors c'est clair que donc l'idée de cette forêt comestible, elle est née dans l'équipe qui travaille ici. Donc on a une bonne vingtaine, 25 personnes à travailler là. Et plusieurs ont fait des écoles d'agriculture ou bien l'école d'horticulture à Lullier. Et ça, c'est toutes des personnes qui ont des connaissances, chacun un peu ses spécialités. Et puis, ça a permis, ensemble, on a réussi à créer, à dessiner ce jardin. Et voilà, chacun y a mis du sien. Donc, c'est pas seulement basé sur mes connaissances, mais c'est toute une équipe, en fait. C'est magnifique parce que c'est exactement la question que je voulais te poser après. À propos de ton équipe, je sais que tu as réorganisé ton travail et tu as changé la structure de ton entreprise agricole il y a quelques années. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Parce que pour moi, c'est une innovation sociale qui s'inscrit aussi dans les formes de permaculture dans une entreprise agricole. Oui, alors l'évolution de l'entreprise, il faut peut-être prendre un petit peu rapidement l'historique. Donc j'ai commencé en 94 à cultiver sur 1 hectare de terrain. Donc c'était un pâturage que j'ai pu acheter avec mes parents, une ferme avec un pâturage. Et c'est parti de là avec une serre de 250 mètres carrés, puis quelques cultures, et puis on allait au marché à Fribourg. Et ça s'est développé, si tu peux nous remettre la caméra vers toi en nous parlant? Ah oui. Comme ça, ouais. Voilà. Pour l'histoire humaine, on te voit. D'accord. Donc ces 25 dernières années, ça s'est développé gentiment. Il y avait des opportunités d'avoir du terrain en plus. La demande était toujours là. Et tout s'est développé assez rapidement plutôt gentiment jusqu'en 2012, où j'étais tout seul à gérer donc toute la production de planton, toute la production en serre, toute la production en plein champ, toute la vente, toute l'administration. Donc ça faisait c'était beaucoup trop, ça devenait beaucoup trop pour moi. J'étais au bord du burn-out, donc c'était vraiment une période difficile. Et là, j'ai dû trouver une solution pour passer ce cap qui était difficile. Donc le pari, c'était d'engager des personnes, d'engager des personnes formées, d'engager plus que des personnes qui sont de la région, pas forcément suisses, mais des gens qui habitent la région. Donc j'ai arrêté d'engager des saisonniers qui viennent des pays de l'Est ou qui viennent de l'étranger juste pour la saison, juste pour faire des sous. Donc si on veut vendre des produits en local, j'ai trouvé juste d'engager des personnes qui habitent aussi dans la région. Et ça a permis vraiment de créer une équipe qui était hyper motivée. Donc plutôt basée sur la motivation pour ce qu'on fait, quoi, en fait, ce qui est l'essence ou la base de notre travail. Et plus juste la motivation n'était plus juste posée sur un salaire qui était versé à la fin du mois. Et puis voilà, donc il y avait toute cette motivation a permis de créer une équipe qui s'intéressait aussi à comment produire, ou bien justement d'où est née cette forêt comestible, quoi. C'est là que ça a été, c'est de ça que ça a germé, de cette base. Ok. Et actuellement, on est vraiment 25 personnes où on est comme une grande famille, en fait, et puis on tire cette entreprise en avant. Et les décisions, c'est plus moi qui les prends, forcément. C'est vraiment
un organisme vivant qui fait un tout, quoi. Et voilà, c'est beaucoup plus agréable pour moi. Moi, je suis beaucoup déchargé. Et puis, la motivation et le rendement, si on veut parler de rendement, c'est décuplé, quoi, avec juste ce moyen d'impliquer les gens dans le travail. Super. Bah, merci beaucoup pour cette superbe entrée en matière et pour ton travail et tout ce que tu as pu nous montrer. Merci pour ton intervention. Je vais passer la parole à Victor Bovy, qui est avec nous sur le plateau, pour qu'il nous présente à son tour un peu plus en détail le fonctionnement du jardin et de sa ferme. Alors, merci. Alors moi, je rejoins totalement Ours par rapport aussi à la gestion d'entreprise, qui en fait, pour moi, quand on regarde un petit peu la conception d'un système, parce qu'il faut bien imaginer que le système dans lequel on vit, dans le système agricole, de petites surfaces, est conditionné par justement de la vente, du travail manuel, une charge en travail, au travail manuel qui est souvent élevée. Et du coup, dans la conception, quand je suis arrivé au Permajardin à Marcellin il y a 3 ans, une des premières choses que j'ai pu mettre en place tout de suite, c'est lié justement avec l'équipe qu'on allait former. Parce que je dirais les techniques culturelles, on les met pour moi un petit peu plus loin dans le processus de développement. On le voit très bien sur la ferme chez M. Kveller, cette forêt à épicerie qui est quand même un aboutissement, je dirais, extrêmement conséquent par rapport à la réflexion pour savoir dans quel endroit on va mettre quelle espèce, quel va être le cortège floristique qu'on va devoir amener ensemble pour gérer tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir de l'expérience, il faut connaître nos cultures, nos terrains, la météo, et ça vient uniquement avec l'expérience. Et puis, dans la gestion, je dirais, un peu d'entreprise, si on peut voir ça comme ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre rapidement en place. Et moi, j'ai tout de suite fait le pas pour qu'on soit une équipe de gens de la région qui sont formés en qualification agricole, donc une personne qui est agriculteur et au bénéfice d'un CFC bio et d'un maraîcher bio qui a aussi une spécialisation, donc CFC avec l'option bio. Et ça a permis justement, on a tous moins de 30 ans, on est 2 jeunes papas dans l'équipe. Maintenant, du coup, je dirais, on a vraiment une motivation qui est extrêmement différente que d'une structure en pyramide, on pourrait dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre tout de suite en avant. Et je me suis dit, si je fais un business plan où on dit, voilà, on se donnera un meilleur salaire plus tard et compagnie, je pense qu'on va jamais y aboutir. Moi, mon objectif, c'est plutôt, on construit quelque chose d'extrêmement solide qui est durable, justement sur un phénomène de vente directe avec les clients. On le voit très bien avec ces périodes un petit peu particulières, comment ça a extrêmement bien fonctionné. Les gens nous suivent beaucoup. Et ensuite, on peut rajouter les échelons techniques. Si on regarde un peu dans le modèle dans un agro-écosystème, on voit que c'est un maillage de tout plein de niches écologiques. Et puis toutes ces niches, en fait, elles ont une fonction, puis il faut les comprendre pour faire des liens. Et puis dans ce système, moi j'ai fait d'abord le choix du système humain, d'organisation, qui fait que du coup, si moi d'un coup, là j'ai mon congé paternité, donc si je suis pas là, il peut y avoir les personnes avec qui je travaille, qui du coup, elles, sans problème, prennent le relais, sont là pour prendre les décisions que je pourrais prendre moi. Donc c'est vraiment extrêmement, pour moi, durable et résilient. Et après, on a ajouté les couches techniques. Donc, on est venu sur comment on va cultiver, de quelle manière, quel planton, quelle variété, quel type de sol on a. Et puis, pour moi, c'est vraiment dans cette stratégie-là qu'on a évolué. On a fait le choix du marché et de l'organisation. Puis après, on va rajouter un petit peu de manière plus compliquée. Et ça, je l'ai fait aussi sur la ferme. Parce qu'à Marcellin, c'est 2 hectares. Donc, c'est une petite structure qui est vraiment, pour ceux qui connaissent le site de Marcellin, c'est juste à côté de la gare. Donc, on est vraiment au centre-ville. Et l'autre domaine, il est à 900 mètres au pied du Jura. Au total, on a 34 hectares en gestion. Donc, c'est plus un domaine orienté grande culture. Néanmoins, on a des moutons, des porcs laineux, des cultures maraîchères. Et dans cette perspective, j'ai planté plus de 120 hautes tiges. Les porcs laineux sont en face du maraîchage. Les grandes cultures interagissent avec les cochons pour bientôt, j'espère, une porcherie mobile. Je pense qu'on va refaire un petit tour de table. Il faut que chacun ait le temps de se présenter. Alors, de mon côté, je suis plus dans l'expérimentation là actuellement. Donc, moi, j'ai commencé d'une manière différente. Alors, c'était pas disons que je suis partie d'abord dans la théorie. J'ai étudié longuement
le terrain avant de me lancer. J'ai créé un design, j'ai regardé où sont les microclimats, quelles sont les problématiques du terrain, que ça, au niveau de l'érosion. Il y avait des problèmes notamment au niveau du sol, où la terre est très lourde. Et c'est une terre qui est très très argileuse et puis qui craquelle en fait quand il pleut, puis l'eau se fait pas absorber par le. Comment gérer en fait tous ces problèmes. Le fait de construire mon design a pu me permettre de trouver des solutions. Et maintenant, ça fait donc j'ai étudié ce terrain pendant 3 années, de voir en fait durant les différentes saisons comment ça se construit, et puis quelle variété de plantes, on dit bio-indicatrices, pousse en fait, et puis de voir où sont les endroits où il y a un problème d'eau, un problème de terrain trop léger, de l'ensoleillement, et puis après de pouvoir développer ce design en disant ici c'est une zone plus chaude, je vais plutôt privilégier certains légumes à cette place-là et de certains arbres à une autre place, et de recréer justement une symbiose sur le terrain. Et maintenant ça fait donc 3 ans que je suis dans la pratique. Et ça met énormément de temps en fait à créer une cohésion entre tous ces circuits. Et surtout de placer en fait les animaux au départ. Quand il y a un manque d'expérience, on se dit alors si je mets les cochons ici, c'est intéressant parce que c'est à côté justement du maraîchage. Et puis tout d'un coup, on veut des barrières qui sont de la récupération parce que on a envie de rester dans l'esprit de la permaculture. Et ces barrières, les cochons creusent en dessous et se retrouvent dans le maraîchage. Et c'est tout des éléments que dans la théorie c'était pas inscrit, et puis faut apprendre de nos erreurs et puis reconstruire petit à petit jusqu'à arriver à une harmonie parfaite. Une harmonie que tu pourras mettre toute une vie à atteindre, mais en espérant que la productivité soit au niveau que tu souhaites avant ça. Alors je pense qu'au niveau de nouveau on dit permaculture permanent, faut pas oublier que c'est des années à mettre en place, qu'on est un petit peu au début de ce mouvement-là, qu'on a énormément de techniques différentes qui sont à notre portée, mais comment bien les intégrer et puis réussir réellement du permanent, c'est la difficulté. C'est passionnant, non ? Absolument, oui. Absolument. Alors cette année, d'ailleurs, je suis très contente parce que ça fait durant ces 3 ans, j'ai préparé un endroit de maraîchage vraiment en permaculture où je laisse, je sème un peu à la méthode de Sepolzer des graines un petit peu à l'aveugle en les jetant comme ça par terre, après avoir vraiment travaillé ma terre au départ avec des couches de lasagne, avec ce que j'ai pu trouver sur le terrain. Et cette année, pour la première fois, j'ai mes salades qui repoussent d'elles-mêmes, qui se ressèment à chaque fois, des navets aussi. Toute la saison, j'ai des navets en fleurs, des navets qui commencent à pousser, et puis ça s'équilibre. Et des zones de production où j'ai vraiment pas besoin de m'en occuper. Waouh, génial. Et au niveau, on peut continuer avec Géraldine puis repasser à Victor, mais au niveau de la commercialisation, comment tu vends ta production ? Alors, tout en vente directe. Donc, l'idée, c'est vraiment de jouer avec. Vu que je suis toute seule, c'est assez problématique parce que je dois à la fois être sur place dans mon domaine, puis à la fois répondre aux besoins de la clientèle. Je reçois directement les clients à la ferme. On a un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook où je dis un petit peu les disponibilités, les produits qui sont à prendre sur le moment, et les gens viennent se servir, et dans le maraîchage ils viennent directement cueillir les légumes eux-mêmes.
ils choisissent, ils font leur petit panier, et puis eux, comme ça, ils ont le temps de discuter avec moi, de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont envie de choisir, et puis ils sont plus sensibilisés par ça. Ok. Et Victor, tu as mentionné que ta façon de vendre avait changé récemment, peut-être à cause de la crise du coronavirus. Alors, Ok. en fait, notre manière de vendre, ça a été sur le site de Marcelin. On a fait un petit magasin à la ferme. Parce que dans l'idée justement de pouvoir un petit peu diversifier tous les canaux et puis avoir vraiment quelque chose qui est très résilient, il y a un petit magasin qui se divise en une partie où on vend 2 fois par semaine et sur l'entrée on a la partie self-service. Ça veut dire que les clients qui préfèrent le contact peuvent venir justement au magasin, et les personnes qui préfèrent justement prendre beaucoup de temps pour choisir leurs légumes, ils vont au self-service. Et avec la période justement confinement, le self-service a permis justement une bonne, je dirais, facilité pour faire leurs courses. On a élargi les périodes, donc c'était beaucoup plus facile. Et en parallèle de tout ça, au village à Longiro, au pied du Jura, on a monté une coopérative de producteurs. Donc on est 20 producteurs, on a refait un petit magasin, je dirais, coopératif. Et là-dedans, on écoule aussi la production de Marcelin et de la ferme. Et je pense que quand on réfléchit justement permanence, durabilité à long terme, il faut justement intégrer que ça soit les canaux de vente qui sont extrêmement importants par rapport à aussi la volonté des gens d'y participer. Et puis ça, c'est vraiment extrêmement valorisant quand on peut passer du champ à la vente et puis dans la même structure. Et puis justement, pour revenir un petit peu au niveau du design, sur la surface à Marcelin, c'est une surface qui fait justement 2 hectares avec une multitude de cultures. Et dans la notion de l'agroécosystème, ce qui manque toujours pour moi, c'est une place de l'eau. On voit que dans énormément de systèmes, de petites structures, l'eau a peu de place, quoi. Donc on a quand même créé un grand étang, donc une mare dans lequel on a fait tout des barrières. Puis justement, tu parlais de la récupération, on a fait le choix de faire des barrières vivantes. Donc on a fait du saule, on a bouturé du saule pour faire une barrière qui du coup pousse d'elle-même. Et puis du coup, dans ces modèles, moi je trouvais le saule extrêmement intéressant parce que pour moi, c'est l'image même un peu de la résilience. Dans mon ancien métier, on construisait, je dirais, on stabilisait des routes avec des plantes et des saules. Et en fait, l'image est intéressante où, quand on utilise du béton et du fer, quand on a fini notre chantier, c'est à la résistance maximum. La structure, elle va tenir. Et puis après, elle va se dégrader. Il faudra revenir dans 20 ans, refaire. Les plantes, c'est l'inverse. On va mettre des semis, on va mettre des saules, on plante, et puis en fait, les racines vont s'enraciner. Ça va faire un drain naturel. Et puis du coup, la première année, ça résiste pas très bien. Mais d'ici 20 ans, ça sera extrêmement robuste. Et puis ça, je pense que c'est vraiment l'idée qu'on essaie de mettre un peu dans nos champs, dans nos cultures, de pouvoir avoir justement cette particularité où on va en croissance. Et puis ça, ça nécessite du temps, ça nécessite extrêmement de connaître son terrain. Et à Marcelin, pour commencer, j'ai remis la place pour l'eau. Après, on a travaillé avec l'humain pour du coup avoir des techniques, je dirais, douces pour le travail, vu qu'on passe énormément d'heures à travailler de manière manuelle. On est très très peu mécanisé. Donc du coup, on a travaillé avec des planches de culture qui sont plus petites, qui sont plus faciles pour se baisser. Donc vraiment une ergonomie du travail. Et puis ça, je pense que c'est tous des compartiments qu'on réfléchit et qu'on intègre. Et là-dedans, justement, toutes ces étapes, quand on fait la vente, on peut parler avec les gens. Parce que du coup, ils se posent la question en disant, voilà, pourquoi du coup, des fois, ça peut être plus cher? Pourquoi il n'y a pas un label permaculture? Parce qu'actuellement, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de labels qui sont liés à la permaculture. Et c'est vraiment, pour moi, quelque chose d'une conception mentale qui se va après, où on ajoute les couches. Et puis ça, c'est uniquement quand on fait justement la vente, contact direct. Actuellement avec les 2 mètres, c'est un petit peu plus compliqué. La vitre en plexiglas, ça invite moins à la discussion, mais je dirais on peut le faire dans des conditions normales, de vraiment expliquer la démarche aux gens. Et puis je crois que les gens, je sais pas ce que tu en penses, mais ils sont hyper sensibles, quoi. On voit qu'ils ont du feeling avec ça. Et puis je pense que quand tu leur fais récolter les légumes, des fois ça doit être un peu particulier. Je pense qu'il faut pas qu'ils arrachent tout, mais je pense qu'il y a vraiment un contact qui se crée, quoi. Alors le contact, effectivement, les gens qui viennent sont vraiment sensibles à ce qu'on fait et ont énormément de joie aussi à découvrir certains légumes anciens, certaines variétés qu'ils ne connaissaient pas.
Et puis de partager un moment à découvrir, ah mais ça repousse, ah mais ça tu penses, si moi je le fais chez moi, est-ce que ça va fonctionner? Et puis c'est toute une découverte, puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ça effectivement. Super, c'est très intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que vous avez tous des formations agricoles ou para-agricoles, mais pas forcément directement de formation dans tous les domaines avec lesquels vous devez traiter au quotidien en tant que micro-fermier, multi-fermier, avec toutes ces nouvelles choses. Les animaux, tu disais, ça demande beaucoup de découvertes. Victor, je pense que le maraîchage, c'était pas le truc que tu pratiquais le plus à la base. Loin de là. Comment est-ce que vous vous êtes formé quand même de façon supplémentaire par rapport à votre parcours initial, ou est-ce que c'est vraiment de la découverte, s'associer avec les bonnes personnes? Quelles ont été vos stratégies pour arriver au top? Je dirais beaucoup de volonté. Des fois, il faut y aller un petit peu tête baissée puis se rendre compte qu'on a fait faux après. Et je pense que c'est un apprentissage perpétuel en fait, mais dans tout ce qu'on fait. Puis ça, c'est vrai que, enfin moi en tant que, alors c'est un petit peu différent parce que vous êtes un peu un groupe. Moi, je suis vraiment seule sur mon domaine. Je dirais que c'est vraiment le travail de l'indépendant, de tous les indépendants, que ça soit dans tous les métiers. C'est la diversité de faire en fait plusieurs métiers à la fois, et puis et on apprend tous les jours. Ouais. Ouais, je trouve que la ténacité, c'est quelque chose qui est assez importante pour justement avoir envie de monter son projet. En fait, justement, comme disait Hélène, le maraîchage, c'était pas quelque chose du coup dans notre structure que moi je pratiquais. Par contre, dans mon ancien job, j'étais vraiment formé pour suivre des projets, genre faire du suivi de projet, montage de projet. Et puis moi, je l'ai vraiment vécu comme un challenge et un défi pour me dire, voilà, comment je vais pouvoir intégrer toutes ces choses que je connais pas et les autres dans lesquelles je me sens en pleine capacité, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment l'énorme défi, parce que vu qu'on veut rajouter des couches, c'est un peu ça, je pense qu'aussi notre envie, on se satisfait jamais. Des fois, on a envie de rajouter quelque chose, de remettre un essai. Par exemple, on a fait l'année passée un tunnel mobile avec l'atelier paysan, donc c'est-à-dire qu'on a déconstruit une structure, après on l'a reconstruite, puis maintenant on a un tunnel qui est mobile. Donc c'est-à-dire qu'on peut le déplacer pour intégrer les cultures avec des rotations sous abri. Et ça marche hyper bien, mais de nouveau, les rotations de culture, on avait une idée en disant ça va être génial, on va mettre les pois mouches tout et tout, puis au fait ça n'a pas du tout bien marché. Donc en fait il faut vraiment aussi, c'est vraiment un processus empirique. Mais par contre, ce qui caractérise, je pense, c'est vraiment l'idée d'innovation, de recherche, et je pense que s'ouvrir en faisant des formations autres que celles un petit peu agricoles ou para-agricoles peut aussi ouvrir vraiment d'avoir, je pense, au niveau design, t'as vraiment plein de trucs que tu peux puiser, quoi. Rien que la conception mentale, je sais pas, pour faire une carte, par exemple, ça va te prendre bien moins de temps que pour quelqu'un d'autre, la faire jolie. non mais du coup, sur un truc où, voilà, pour me la vente directe, ce serait important d'avoir un bon marketing. Donc je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui peuvent nous apporter. Et puis ça, c'est vrai, vraiment, c'est... En même temps, on est des petits entrepreneurs, je sais pas comment vous dire, on est agriculteurs, micro-fermiers, mais en même temps, voilà, moi j'ai une structure aussi agricole plus grande, mais on est vraiment à la base, on entreprend, quoi, à fond. Et ça peut prendre plein de voies, et puis je pense que ça, c'est vrai, faut être chaud patate. On voit votre énergie, je pense, à des kilomètres, même à l'écran, j'imagine. J'en profite pour glisser quelques informations sur la formation et les formations qui existent autour de ce sujet, parce que je pense que ça peut intéresser des personnes qui nous regardent. J'ai plusieurs pistes. Déjà, au FIBOL, en partenariat avec Agridea, on organise des formations continues, on va dire, pour les personnes qui sont déjà dans le milieu, qui ont déjà des projets et qui voudraient approfondir certaines thématiques comme les aspects économiques. C'est surtout autour des... monter un budget d'exploitation cohérent pour une micro-ferme, développer son modèle d'affaires, ou aussi des formations autour du design. Ça sont des formations courtes d'une journée qui sont... Enfin, lorsqu'on a le droit de donner des formations, donc voilà. Pas exactement en ce moment, il n'y en a pas tout à fait de disponibles, mais on espère que ça va pouvoir reprendre son cours normalement. C'est des formations qu'on peut retrouver sur les sites bioactualité.ch ou sur le site d'Agridea. Et un autre aspect pour les gens qui ne seraient pas déjà à fond dans la pratique comme vous et qui n'auraient pas besoin simplement d'un petit complément, il y a la Maison Jurassienne pour l'agroécologie, qui est une association jurassienne, comme vous avez pu le deviner,
qui lance une formation, une sorte de formation initiale en permaculture. C'est sur le modèle d'un CDP, donc d'un cours certifié de design en permaculture, qui est une formation classique qui se donne, qui a un cursus un peu international, unifié, mais qui s'adresse spécifiquement au monde agricole. Donc c'est une formation permaculture agroécologie pour les gens qui sont agriculteurs, agricultrices, et puis qui voudraient découvrir ce que la permaculture, ce que l'agroécologie peut apporter à leurs pratiques et à leur modèle. Et puis il existe bien d'autres formations, bien sûr, en permaculture. Je pense que le site permaculture.ch est celui qui regroupe le plus d'informations générales sur le sujet. Aussi des formations pour gens qui ne sont pas dans le milieu agricole et qui veulent juste découvrir tous les aspects de cette discipline. Voilà. C'était mon point formation. Est-ce que tu as parlé de la formation microferme qu'on trouve, qui est lancée? Alors je fais juste un petit coup de pub aussi sur une prochaine formation qui va voir le jour, qui est en train d'émerger actuellement. Voilà, qui est une micro. Je ne me rappelle pas le site précisément, mais ça doit être microferme.org, quelque chose comme ça. Site en ligne sur Bioagri suite à dans les jours qui viennent. Un module de 9 modules qui va être fait sur 9 week-ends sur une année, qui va comporter tous les aspects pratiques en fait pour une micro-formation basée sur du management, de la gestion technique culturelle, et c'est vraiment un cours modulaire qui va pouvoir vraiment permettre elle a été établie sur la base de ce qui ne se donne pas en faisant un CFC de maraîcher, c'est-à-dire du coup ce qui n'est pas dans la formation de maraîcher et qui serait importante pour de l'implantation en microstructure. L'idée c'est de pouvoir donner les petits outils. Mais voilà, vous n'allez pas sortir prêt à gérer une exploitation de 200 vaches avec cette formation. Non, ce n'est pas l'objectif, mais non, merci. Mais il faut vraiment 9 modules, ça peut être assez conséquent. Merci beaucoup, Victor, d'avoir rattrapé ça. Alors, est-ce que vous voulez nous parler d'autres choses qui se passent sur vos fermes, que vous avez découvert d'extraordinaire? Comment vous intégrez la permaculture dans votre quotidien? Moi, je dirais l'aspect qui m'a le plus touché, c'est si on regarde par exemple les carnets illustrés de Bill Mollison, qui est un des fondateurs de la permaculture. Je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment un peu une idée comment dire, un peu Gaston Lagaffe, dans le sens où la personne invente des choses et après on fait une mise en pratique, puis après on fait comme dans la route permaculture, on regarde si elle est bonne et puis après on revient, puis on fait un process, puis on redesign, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Si on regarde ces carnets de dessin, c'est plein de micro-idées, mais juste génial, qui va de comment séparer les premiers litres. Par exemple, si on fait la récupération d'un eau de pluie pour un toit, la première pluie qui va tomber, justement elle est pleine de problématiques qui peuvent être liées au carburant, d'aviation et compagnie, du coup il faut évacuer les 10 premiers litres. Du coup il a simplement créé un petit système avec une poulie et il l'a mis sur un dessin. Et ça, c'est des choses, quand on s'inspire de ça, ça nous donne une créativité qui pour moi est nécessaire pour aller plus loin dans ce genre de situation, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu, c'est plein d'idées, quoi. C'est vraiment intéressant. Alors, comme j'ai expliqué avant, déjà, cette satisfaction de voir mes légumes qui commencent gentiment à se ressemer d'eux-mêmes, des graines aussi que j'ai plantées il y a 2 ans en arrière, qui n'ont rien donné la première année, mais qui s'est mélangé à la terre et qui ressortent cette année-là. Pour moi, ça, c'est des grandes satisfactions, puis c'est un petit peu des mini-réussites. Et puis de plus en plus pouvoir intégrer énormément de diversité dans un petit lieu. Je trouve que c'est quand on voit en fait l'abondance arriver de plus en plus, c'est vraiment le succès de notre travail. Et puis ça c'est vraiment pour moi ce qui est le plus convaincant, le meilleur. Un bon moteur. Un bon moteur. Alors, vous avez le droit de me contredire, mais je pense qu'un moteur aussi, c'est de se mettre en lien et puis de voir les autres personnes qui ont les mêmes problèmes ou les mêmes questions. Restons neutres et ouverts que nous. Vous êtes tous les deux inscrits au groupe d'intérêt microferme et permaculture du FIBEL.
Géraldine, on devait venir chez toi, mais il y a eu le coronavirus. C'est vraiment l'histoire du monde en ce moment. Qui est un groupe qui se rencontre en théorie environ tous les 2 mois et qui rassemble des personnes qui sont soit déjà dans la pratique, comme vous l'êtes, soit qui sont intéressées à monter une micro-ferme. Et ça leur permet de voyager de ferme en ferme. La première rencontre, c'était sur le perma-jardin, où tu as pu nous montrer ce que tu faisais et comment tu le faisais. Donc on est dans le concret, on découvre vraiment sur le terrain à quoi ça peut ressembler une micro-ferme, parce que ça a quand même une diversité de formes assez importante. Et puis ensuite, il y a un temps pour aussi se rassembler puis partager sur les questions qu'on se pose, qui sont assez semblables en fait entre personnes qui ont des exploitations de ce type. Et en parallèle à ça, de façon dématérialisée, il existe aussi un réseau, le réseau Terreau Microferme, qui a vraiment pour but de créer du lien entre les personnes impliquées ou intéressées aux microfermes à l'échelle de la Suisse romande. C'est aussi un lien que vous retrouverez sur le site de BioAgri, j'imagine, dans quelques jours. C'est un réseau qui va vous permettre, sur la base d'un questionnaire, de définir qu'est-ce que ce serait votre microferme idéale. Et une fois qu'on sait quel est votre idéal, vous allez voir apparaître les coordonnées des gens, enfin quelques réponses des gens qui ont le même idéal que vous. Et ça a toutes les fonctions qu'on veut. C'est pour les gens qui cherchent à monter des projets. Je sais qu'ils sont assez nombreux, j'en reçois beaucoup d'emails et d'appels régulièrement. Ça permet de rencontrer des partenaires potentiels, par exemple pour ceux qui n'ont pas de formation agricole, de rencontrer des partenaires qui ont une formation agricole, pour les personnes qui ne veulent pas se lancer seules, de trouver un groupe de partenaires. Mais ça permet également pour les personnes déjà installées de faire connaissance avec d'autres qui pourraient apporter des pans de leur projet. Je sais pas, par exemple... Géraldine, tu cherchais des gens qui voudraient mettre des ruches chez toi. Je ne sais pas si c'est le cas, tu as sans doute déjà des ruches, mais voilà. Tu pourrais, via le réseau, essayer de trouver quelqu'un, des gens qui cherchent des stages, ou des gens qui cherchent des stagiaires, etc. Voilà, c'est une façon de mettre en lien les gens. D'ailleurs, il me semble que je suis inscrite sur le réseau déjà. Si. Je ne sais pas si Victor, tu l'as aussi. Mais... Alors je suis pas sûr sur ce réseau-là. Par contre, pour les 2 groupes que tu as cités avant, clairement, je trouve que, en tout cas, voir le nombre de personnes qui sont intéressées, le nombre de projets qui sont en train d'émerger, je pense que d'avoir une espèce de, c'est pas une organisation interprofessionnelle, mais c'est, je dirais, un petit groupe dans lequel on peut échanger et puis vraiment à poser, je dirais, pas mal de bases. Et en fait, je pense qu'on sous-estime énormément ce qui se passe aussi. On trouve en Genève, Fribourg, Neuchâtel, il y a vraiment plein de gens qui se motivent et puis fédérer ça pour avoir je dirais quelque chose aussi de rassurant. Je pense, comme tu disais avant, quand tu pars et puis tout le monde te dit non mais fais pas ça, ou des fois tu es tout seul et puis tu as besoin d'avoir peut-être un peu de cohésion, quoi. Et ça peut être intéressant, quoi. Oui, ça je pense qu'effectivement on fait tous quelque chose dans notre coin et puis des fois on manque un petit peu ouais. Moi par exemple je me suis formée en permaculture en France et en Espagne. C'est vrai que j'ai de la peine à communiquer avec eux et puis du coup je connais pas énormément non plus dans le réseau ici. Je connais 2-3 personnes dans la permaculture qui sont déjà très occupées. Et c'est pas évident de se connecter entre nous, et de prendre du temps pour échanger. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence ici. Et puis, vous avez une dernière chose à ajouter, un sujet brûlant qui n'est pas sorti durant notre conversation? Moi je crois pas. On pourrait en parler encore pendant longtemps. Oui, ça c'est ce qu'on certain. réfère. Après on peut parler dans le plus technique, mais je pense pas que c'est l'objectif. Non, pas forcément. Voilà. Mais ouais. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Je pense que vous deux et puis Ours, qu'on avait en visio tout à l'heure, vous nous avez déjà apporté une immense diversité à seulement 3 personnes, donc ça fait plaisir. Et puis finalement cette session permaculture elle continue demain avec un autre aspect qui sera abordé à 10h demain matin en live. Il y aura un accent sur le lien que la permaculture permet de faire entre la production et la biodiversité. C'est des choses qu'on aurait pu développer ensemble, mais ici on a choisi l'angle microferme, et puis demain matin ce sera cet aspect lien production agricole et biodiversité. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.